Merci. Merci à vous, Guillaume Néry, pour cet incroyable voyage en votre compagnie. Moi, ça m'a donné très envie de découvrir ce monde-là. Bon, pour l'instant, je suis à 1 minute 40, moi, dans ma baignoire, mais je suis sûr que... Pas tout seul. Hein. Pas tout seul, c'est vrai que c'est une des leçons qu'on doit retenir aujourd'hui. Mais ça m'amène ma première question, à savoir, est-ce que ces profondeurs-là auxquelles vous allez, peut-être pas les records du monde, mais disons 60, 80 mètres, est-ce que finalement c'est accessible à tout le monde avec un entraînement adapté, ou est-ce qu'il faut quand même des prédispositions et puis qu'il y a une part de génétique là derrière ? C'est absolument accessible à tout le monde dans une certaine mesure. C'est la même chose que si vous me demandiez, en regardant un recordman du monde du marathon, est-ce que c'est possible de faire un marathon ? Oui, tout le monde peut faire un marathon, mais évidemment pas dans les mêmes temps qu'un record du monde. Donc tout le monde peut plonger, mais n'ira pas forcément à 100 mètres ou plus. Dans la salle, normalement, il y a Katia qui était en stage avec moi. Il y a 2 jours, j'ai fait un stage au sein de la Blue Néry Academy, qui est l'académie que j'ai montée à Villefranche. Je ne me rappelle plus à combien elle est descendue, Katia, mais en tout cas, c'est une élève qui a plusieurs plongées, quelques jours, semaines ou mois d'expérience. Et tous les élèves du stage sont allés entre 20 et 30 mètres. En n'étant pas des experts, en ayant juste une formation adéquate, et ça, on y arrive très vite. Et puis derrière, avec une certaine assiduité, on arrive dans le club dont je vous parlais, on plonge ensemble. Il y a des gens qui ont un métier, qui ont, pour certains, plus de 60 ans, qui plongent à plus de 60 mètres, 60-70 mètres. Ce qui, il y a 25 ans, n'était pas loin des records du monde. On n'était pas loin des records. Donc du coup, oui, c'est absolument accessible à tout le monde, selon le temps que l'on y met, selon les capacités de chacun. Comme quelqu'un qui aurait des problèmes de genoux, ben oui, il ne va pas forcément réussir à courir un marathon. Tout comme en apnée, on peut avoir certaines contre-indications, mais sinon, globalement, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que les 7 minutes que vous tenez en apnée statique, tout le monde peut s'en approcher au final ? Alors pas forcément 7 minutes, mais comme je disais, ça dépend... À peu près tout le monde, et j'en ai l'expérience avec l'académie où j'accueille surtout des débutants, avec quelques exercices très simples. Allez, 1 demi-heure qu'on passe ensemble, où on part de presque zéro, en tout cas la croyance que l'on est capable de tenir 30 secondes, une évolution sur la base des exercices de respiration qu'on a fait ensemble et de quelques apnées et quelques conseils. La plupart du temps, tout le monde arrive entre 1 minute 30 et 2 minutes. Les plus doués, ils arrivent quasiment à 3 minutes, sur un premier essai. Donc après, oui, arriver à 4 minutes, 5 minutes, ça se fait. Et puis après, plus on augmente, plus il faut de la préparation, de l'entraînement. Et justement, cette préparation-là, ou plutôt l'entraînement quotidien d'un apnéiste de haut niveau comme vous, c'est quoi ? C'est vraiment de répéter des plongées de plus en plus profonds, ou il y a aussi tout ce travail en dehors de l'eau, vous parliez du yoga, qui est peut-être primordial, voire plus important. Il y a tout un tas de choses qui sont importantes. Il y a évidemment, il faut aller dans l'eau, il faut répéter pour s'habituer, adapter. Je parlais de beaucoup d'adaptation, c'est une histoire d'adaptation du corps à cet environnement. Mais disons qu'en ne faisant que de plongée, par exemple, on peut arriver à progresser, à faire des superbes plongées à 30 mètres, 40 mètres. Mais à un moment donné, si on veut aller un peu plus loin, pour aller au-delà de certains obstacles, la préparation physique elle va devenir importante. Quand on est au fond et qu'il faut remonter musculairement, en apnée, avec une bonne technique, oui, plus on a une bonne hygiène, la bonne hygiène elle est fondamentale, mais plus on a une préparation physique, plus fort on va être. Et puis ensuite, quand on va arriver à une certaine profondeur, si on n'est pas souple, ça ne marche plus. Et donc, au fur et à mesure, c'est toutes ces qualités physiques qu'il faut travailler. Et donc, l'entraînement d'un apnéiste de haut niveau, c'est pendant l'hiver beaucoup de préparation physique, beaucoup plus que ce qu'on s'imagine, parce que c'est extrêmement physique. En parallèle, tout ce travail sur le yoga pour rester souple, et puis aller dans l'eau toute l'année. Et à un moment donné, on a une période dans laquelle je suis en ce moment, par exemple, où on met la priorité sur les plongées, où on plonge de plus en plus profond. Et donc, c'est assez complexe. Vous parlez, je crois que c'était dans votre dernier livre, de l'état dans lequel vous êtes quand vous arrivez les grandes profondeurs. Vous parlez d'un état d'hibernation. Est-ce que dans ces moments-là, on est complètement lucide ou on est un peu en pilote automatique ? Comment ça se passe en fait dans votre tête quand vous arrivez peut-être à moins 100 mètres ?
Alors, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que l'idée, c'est de tellement travailler, répéter, visualiser que l'on est en pilote automatique, c'est-à-dire que les gestes que l'on va faire, on n'a pas vraiment à y penser, mais ça permet au contraire d'être extrêmement lucide. Je suis parfaitement lucide, conscient de toutes les sensations, ce qui fait que j'arrive à savoir depuis combien de temps je suis parti, presque à la seconde près, je sais où j'en suis dans mon immersion. J'arrive à sentir avec la vitesse de l'écoulement de l'eau sur le visage, la pression, où je suis, comment je suis, mon état. Est-ce que ma plongée, même si je suis en bas et qu'il me reste tout le retour, si la plongée va être bien, si ça va être un peu dur sur la fin. Donc c'est une extrême lucidité, une extrême conscience de soi. Et oui, on est assez bien, oui. Alors ça veut dire que pour revenir à ce qui vous est arrivé en 2015, c'était à Chypre, je crois, hein, c'est cet accident que vous avez décrit tout à l'heure. Chypre, ouais. Au moment où vous plongez, alors vous n'allez pas compter les marques noires sur le câble évidemment, mais vous savez que vous allez, enfin en tout cas vous doutez, vous vous demandez si vous n'êtes pas un peu trop bas. Alors là c'est vrai que c'est une plongée très particulière. Je disais que je suis tout le temps lucide, parfaitement conscient. Mais c'est vrai que quand on est très profond, il peut y avoir une petite altération en lien avec l'ivresse des profondeurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, au-delà des 120 mètres, peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui se perd. Je me suis juste dit, ça me paraît long. Mais je ne pouvais pas imaginer ce scénario. C'était jamais vraiment arrivé. Donc on ne peut pas se dire pendant qu'on descend, « Ah tiens, peut-être ils se sont trompés ». Parce que si on se dit ça à chaque fois, on ne plonge plus. Et puis vu que c'est jamais arrivé, donc à aucun moment ça m'a traversé l'esprit. Donc je me suis juste dit, c'est un peu long parce que peut-être il y a eu du courant, peut-être que je suis stressé et donc je perçois mal. Et puis au moment où je me dis, c'est vraiment long, je lève la tête, chose que je ne fais jamais parce que là je voulais vraiment savoir où j'en étais. Et puis en fait je suis là, je suis arrivé. Donc ça y est, je suis arrivé. Et puis là, un pilote automatique, je suis arrivé, j'y vais, boum, je remonte. Et puis ça y est, fin de l'épisode. Je me reconcentre sur ce que je fais. Mais au final, non, j'étais 10 mètres plus bas. Et c'est pour ça que derrière, j'ai plus voulu aller dans ces grandes profondeurs. Parce que je crois qu'avoir cette petite perte un peu de conscience, d'altération, de la lucidité, c'est pas forcément ce que je vais rechercher. Alors ça m'amène parfaitement à ma question suivante, qui était un peu celle du danger. Parce qu'évidemment qu'à ces profondeurs-là, avec tous les éléments que vous avez évoqués avant, on sait qu'on prend un risque, j'imagine. Alors, il est contrôlé peut-être, mais dans le milieu de l'apnée, c'est quoi le rapport au danger? On l'accepte, on le recherche? Alors non, on ne le recherche pas, bien qu'il y a quelque chose dans pratiquer une activité où on est un peu à contre-courant et on sait, malgré le fait qu'il y a la sécurité, etc., qu'il faut être très vigilant. Mais ça, c'est pas propre à l'apnée. À chaque fois, j'essaie de vraiment sortir juste de cette vision très centrée, de dire nous, les apnéistes, on est comme ça et on est les seuls à ressentir ça. Non, les montagnards, les alpinistes qui font de l'escalade, les navigateurs, etc., ils ont à un moment donné cette espèce d'exposition à une forme de toute puissance de l'élément, une forme de vulnérabilité qu'on essaie de contrôler au maximum. Mais oui, forcément, on sort de notre zone de confort. Mais ça nous rend très vivants, nous rend vraiment conscients de la fragilité, vulnérabilité de la vie, mais on n'est pas des trompe-la-mort. C'est-à-dire qu'on met en place toute la sécurité possible et imaginable. Mais oui, effectivement, quand à un moment donné, on essaie d'aller titiller les limites et un record, à un moment donné, il y a une perception quand même du danger. Et je pense que après cet accident, c'était trop pour moi. C'était vraiment la plongée qui m'a fait dire, là, je ne suis plus prêt à faire ça. Et je fais toujours attention, je ne mets jamais de point final, parce qu'on ne sait jamais, je ne sais pas si à 45 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, j'en sais rien, c'est à 45 ans, je me dis, tiens, je vais retourner dans ces profondeurs-là, pas forcément pour battre un record du monde, mais j'y retourne pour voir, peut-être encore plus lentement. C'est pas du tout une annonce, hein. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais voilà, on sait pas comment on peut évoluer, mais c'est plus dans ce qui m'attire. Et quand vous remontez, que vous faites cette syncope à 5-10 mètres de la surface, je crois que vous en avez fait 7 en 24 ans de pratique, c'est ça à peu près, non? C'est ça. C'est un choc ou finalement c'est quelque chose que vous maîtrisez? Ces événements-là qui sont quand même des événements graves. Une syncope, c'est pas anodin. Hein. Donc là, j'ai fait cette syncope-là. La syncope précédente, la dernière que j'avais faite avant celle-là, elle remontait à 8 ans ou 9 ans en arrière. Donc c'est quand même pas quelque chose qui est commun. C'est pas on fait plusieurs syncopes par saison, c'est normal. Non, pas du tout. En tout cas, pas moi. Certains, oui. Hein. Il y a certains athlètes
qui ont débranché une case et qui se disent c'est pas grave, ça fait partie du sport. Bon, c'est très rare, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas des on n'est pas des allumés, mais il y en a certains. Bon, pour moi, c'est un événement exceptionnel, donc on le prend très au sérieux, mais en même temps, on sait que quand c'est bien géré, on récupère instantanément. Et là, ce qui m'a laissé une trace, c'est plutôt la trace psychologique du contexte. C'est-à-dire qu'au moment où je me réveille de ma syncope, ce qui prédomine, c'est la déception. En disant, bon, mince, je ne comprends pas. Les 126 que j'avais fait 2 jours avant, c'était tellement bien passé que je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui avait pu expliquer un tel gap et surtout un accident aussi grave. Parce que j'avais mal au poumon, je crachais du sang. On m'avait dit que j'avais syncopé à 10 mètres sous la surface, donc c'est un gros truc. Et quand j'apprends qu'il y a cette erreur de câble, en réalité, le premier sentiment que j'ai, c'est un soulagement. Parce que je me dis, ah, ok, je comprends. Là, ce qui était inexplicable, j'ai une raison, j'ai une explication concrète. Et puis derrière, la peur, la colère, enfin, plein de sentiments qui se mélangent. Mais non, c'est pas anodin. Je vous avais posé une question en préparant cette journée lors de notre entretien téléphonique, qui était un peu une question qui me paraissait peut-être un peu naïve, mais c'est un peu dans l'imaginaire de plein de gens qui ne pratiquent pas, qui est est-ce que c'est possible que tout d'un coup on soit moins lucide, on ait une sorte de vent de panique et on ouvre la bouche à moins 50 mètres? Non, moi je plonge souvent, j'ouvre la bouche, et en fait du moment où on ouvre la bouche, on a le dos dans la bouche, mais la glotte est fermée. Ce qui est important, c'est pas la bouche, c'est la glotte. Et donc la glotte, on a un réflexe. C'est-à-dire que même, je pense que si on est sous l'eau et qu'on se dit je veux respirer, il y a vraiment quelque chose qui bloque tout ça. Je crois qu'on appelle ça le réflexe. D'ailleurs, même quand on s'évanouit, quand on fait une syncope et qu'on tombe dans les pommes, il y a un réflexe, le réflexe glossopharyngé, je crois que ça s'appelle. En gros, la glotte, elle se bloque, elle verrouille l'entrée de l'eau dans les poumons. Donc non, rien qu'inconsciemment, ça n'arrive pas, alors consciemment, c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des plongeurs de sécurité plus profonds, au fond par exemple, ou qui seraient équipés peut-être, mais pourquoi vous êtes sécurisé que sur la dernière phase de la remontée? Parce qu'en bas, que pourraient faire ces plongeurs-là? Ils ne peuvent pas me remonter parce que les plongeurs bouteilles ne peuvent pas remonter à la bonne vitesse, alors que nous, avec notre système, donc si jamais on détecte un problème au fond, grâce à au sondeur, comme un petit sonar qui est sur le bateau, on déclenche un système qu'on appelle le contrepoids. C'est-à-dire que le câble qui mesure 120 mètres, on va dire, il y a 15 kg au bout qui permet de le maintenir vertical. Il remonte sur le bateau, il traverse le bateau et il est réimmergé de l'autre côté du bateau avec un poids de 100 kg. Tout est bloqué par des freins. Et si à un moment donné il y a un problème, une des 2 personnes responsables de la sécurité, donc on va le détecter ce problème-là sur le sondeur, ouvre le frein, et là les 100 kg vont chuter très vite et vont faire remonter les 20 kg. Les 15 kilos, et l'athlète qui est au bout. Ce qui fait que la réaction elle est immédiate, puisqu'on le voit, c'est sans équivoque, on comprend tout de suite sur le sondeur qu'il y a un problème, et l'athlète va remonter à 2 mètres secondes, voire un peu plus vite. Donc il n'y a rien qui peut le faire remonter plus vite que cette action-là. Donc un plongeur au fond serait inutile. C'est logique. Encore une question avant de passer la parole au public. Quand vous faites ces narcoses, ces l'ivresse des profondeurs, alors j'imagine que là, en l'occurrence, la lucidité est peut-être un peu altérée. Vous parlez, je crois que dans le film, on voit des hallucinations qui sont assez variées. C'est assez drôle quand on le voit comme ça, un peu de manière artistique, on va dire. Mais quand ça se passe vraiment, encore une fois, vous êtes dans une discipline qui a l'air tellement contrôlée, où vous êtes vraiment rodé à l'exercice. Est-ce que ça peut nous faire dévier de notre ligne, ou au final, on perd un peu nos repères, nos réflexes, malgré l'expérience? Non, pas à ce point-là. Il y a une perturbation du temps. C'est vrai que la perception du temps qui défile est assez modifiée, mais j'allais dire, pour le coup, dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la remontée est comprimée. Donc, je palme, je subis cette ivresse des profondeurs, qui parfois est parfaitement maîtrisée. Parfois, c'est un espèce de sentiment un peu vaporeux, un peu embué, mais c'est pas terrible et c'est pas anxiogène. Mais dans tous les cas, ça permet d'avoir l'impression que ce temps de remontée qui dure environ 1 minute 30 passe en 20 secondes. Donc comme la remontée, c'est le moment où l'envie de respirer arrive, le fait que la perception soit plus rapide, attends, moi je dis pas non, je le prends. On prend l'ivresse, ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, énormément.
Monsieur en blanc. Merci tout d'abord pour la présentation et le partage. J'avais juste une question, quoi, j'en ai plusieurs, mais en tout cas une, c'était au niveau de, on a vu de la souplesse du diaphragme et tout, mais au niveau des oreilles, au niveau de la compensation, comment ça se passe? Est-ce que c'est énergivore à ce niveau-là ou enfin, comment ça se passe concrètement? Alors, la compensation des oreilles, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez tous ressenti un jour ce qui se passe dans votre tympan quand il y a une variation de pression. Quand vous montez, vous prenez l'avion, quand vous montez en montagne, passez dans un tunnel, ou vous descendez à 1 mètre de fond dans une piscine, il y a un truc qui se passe au niveau du tympan. C'est la pression qui varie et qui va modifier le volume d'air qu'il y a derrière l'oreille moyenne, dans l'oreille moyenne, derrière le tympan. Et en gros, le tympan, c'est une membrane qui est très souple et donc qui va se déformer dès qu'il y a des variations de pression. Et donc quand on descend, le principal enjeu, c'est effectivement de compenser la pression au niveau du tympan. L'eau appuie là, et nous, on doit faire venir de l'air des poumons via la sphère ORL au niveau de l'oreille moyenne. Donc de l'air doit passer par un petit canal qui s'appelle la trompe d'Eustache. Et en gros, ça permet au tympan de rester équilibré. Donc ça se fait tout au long de la descente. Il y a plein de techniques que l'on utilise. Moi, j'ai la chance d'utiliser une technique assez naturelle et qui ne demande très peu d'efforts. On appelle BTV, béance tubaire volontaire, c'est-à-dire que j'arrive à ouvrir les petits muscles qu'on appelle les péristaphylins et qui permettent d'ouvrir les trompes d'Eustache. Et donc, il y a une communication entre le volume d'air qu'il y a dans la sphère ORL et l'oreille moyenne. Et pour la plupart, la majorité des gens, il faut que cet air arrive dans l'oreille moyenne avec une petite pression. Et donc pour faire cette pression, on pince son nez et puis on envoie de l'air, on utilise la mâchoire, on utilise la langue qu'on vient plaquer contre le palais. Et ça vient envoyer de l'air qui passe le conduit, la trompe d'Eustache, et qui va l'ouvrir. Et donc, j'en parle pas parce que c'est ultra technique. Et en gros, bon, là, vous me posez la question, donc j'explique. Mais en gros, oui, il y a plein de techniques à maîtriser. C'est devenu c'est un enjeu évidemment essentiel pour l'apnéiste. Hein. Celui qui vient faire un cours débutant, c'est le premier truc sur lequel on s'attarde. Parce que si on ne maîtrise pas la technique, on est bloqué à 1 mètre. Donc, évidemment, il faut apprendre à bien équilibrer. Mais ça, c'est en rapport avec la pression, avec la souplesse. Parce que quand on descend de plus en plus profond, cet air que vous voyez dans l'oreille moyenne, il ne vient pas de nulle part, il vient de l'intérieur du corps. Donc quand on est à 0, 5, 10 mètres, l'air on en a plein, hein, puisque la cage thoracique n'est pas encore écrasée par la pression, mais au bout d'un moment, la pression est tellement grande que l'air devient très compliqué à utiliser, parce qu'il est comprimé. Et c'est là que la souplesse est importante, à la fois pour résister à la pression extérieure, mais à la fois pour être capable de prendre cet air-là et de le faire remonter ici pour qu'il aille dans l'oreille moyenne. Si on n'y arrive pas, ce qui va nous bloquer, ça va être le fait que le tympan s'écrase et qu'on ne peut plus rééquilibrer. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, même la raison majeure, quand on plonge, si on n'arrive pas à aller en bas et qu'on remonte et qu'on s'arrête 5 mètres de la profondeur que l'on annonce, 99% du temps, c'est à cause de ça. On n'a pas réussi à techniquement envoyer de l'air. Donc c'est à la fois une histoire de technique et une histoire de physique, donc de souplesse. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Oui, madame. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête. À quoi vous réfléchissez? Alors, on ne réfléchit pas vraiment. Hein. C'est pas ce qu'on nous demande. Hein. Non, on réfléchit après, quand on est sorti de l'eau. On réfléchit, mais dans l'eau, justement, l'idée, c'est d'être dans un espèce d'état de conscience, d'extrême conscience. Et donc, c'est une forme de méditation où, finalement, on va concentrer le flux des pensées sur une tâche très précise. Quand je respire en surface, je suis concentré sur comment je respire et la dynamique du souffle. Et finalement, ça accapare toutes les pensées. Donc, on est dans une présence à soi décuplée. Et puis, dans l'eau, c'est pareil, sauf qu'on ne respire plus. Et donc, on est dans la perception et dans l'analyse des informations que nous donne notre corps, nos sens. Sauf que le sens visuel, j'ai pas de masque, j'ouvre un peu les yeux, donc je vois juste du bleu. C'est une information lointaine, contrairement à sur Terre. Sur Terre,
le sens qui nous prend le plus d'énergie et d'attention, c'est la vue. Dans l'eau, c'est un peu l'arrière-plan. Le goût, l'odorat, il n'y en a pas puisqu'on ne respire pas. Donc il reste l'ouïe. Pareil, on n'est pas dans une écoute de ce qui se passe sous l'eau. On entend parfois un bruit lointain, sourd, de vie sous-marine. Parfois, c'est les bateaux qui passent, notamment quand on est sur la Côte d'Azur et qu'il y a le Festival de Cannes. On entend beaucoup de bateaux. Et donc, du coup, à la fin, qu'est-ce qui nous reste vraiment? C'est le toucher. Et donc, ce que je disais, quand je descends, j'essaie d'être très à l'écoute de la vitesse de l'eau sur le visage, sur les mains, et ça me donne des indications. On a la proprioception, on ressent, donc c'est un peu en lien avec le toucher, hein, on sent à quel point notre cage thoracique est écrasée, est-ce que nos muscles sont détendus, relâchés. Et donc cette espèce de check-up permanent occupe toutes nos pensées. Donc il n'y a aucune... on ne pense pas au futur, au passé, rien, on est là, ici et maintenant, et rien d'autre. Encore une question? Oui, juste à côté. Oui, j'ai une question. Quand vous vous exercez hors plongée, quand vous faites vos exercices d'aspiration, par exemple, on a fait 2-3 choses avec vous, et puis moi j'avais un peu la tête lourde, par exemple. Est-ce qu'il faut faire attention? Enfin, qu'est-ce que ça indique? Comment on peut pratiquer avec le plus de justesse possible? La tête lourde, ça m'inquiète, ça. Non, mais... Parce que là, vraiment, on est allé très tranquillement. Là, on n'a pas fait d'apnée, hein. On a fait un exercice. Il y en a d'autres qui ont eu la tête lourde. Alors, non, je parle même de... Là, on a fait une inspiration peut-être trop profonde, ou peut-être, je sais... Vous voyez, il y a tellement de façons de faire que... Bien sûr. Le conseil que je peux vous donner, c'est effectivement... Là, moi, c'était... Ce que je vous ai proposé, c'est une introduction extrêmement simple, basique et accessible, et absolument pas dangereuse. Mais quand on veut approfondir ça, le mieux, c'est de se rapprocher de structures, de clubs. On peut même commencer à trouver pas mal de contenu en ligne, mais moi, je pense que rien ne vaut d'avoir un instructeur en face de soi et d'apprendre vraiment les bases au niveau de la sécurité, d'apprendre des conseils sur la respiration. Si on est vraiment intéressé par la respiration et par les exercices du corps, on peut pratiquer du yoga avec le pranayama, qui est l'art de savoir bien respirer. C'est une branche du yoga qui s'intéresse à la respiration. Mais oui, il faut prendre des conseils de spécialistes. Mais en tout cas, ce qu'on a fait là tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui ne comporte aucun risque. Parfois, je peux proposer des petites activités d'apnée où on va essayer un peu de voir ce qui se passe quand on retient son souffle. Là, dès qu'on se met en apnée, il faut un peu plus de vigilance. Même si quand on est à l'extérieur, il n'y a pas ce risque potentiel de noyade, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand on est juste dans la respiration, le mieux, c'est d'être dans un environnement calme, d'être très à l'écoute. Et si on sent quelque chose qui n'est pas normal, il faut en parler à quelqu'un qui va nous aiguiller et qui va peut-être nous dire « maintenant, ça c'est normal et c'est bien ». Ressentir une espèce de chape, de lourdeur, mais de lourdeur qui peut être synonyme d'apaisement, voire même d'avoir envie de dormir. Parce que ces exercices-là, si on les fait allonger après manger le midi ou le soir, ça peut vraiment aider à s'endormir. L'idée, c'est qu'on puisse les utiliser dans le quotidien aussi, pas pour s'endormir, mais pour contrebalancer un excès de stress. Mais si on n'est pas du tout stressé à la base, ça peut nous amener à juste être plus du tout stressé et dormir. Oui, bonjour Guillaume, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans les profondeurs de l'océan. Et puis, c'était très agréable de vous entendre aussi nous expliquer comment, lorsque la recherche constante de nouveaux records ne fait plus sens, comment vous avez pu trouver dans le dépouillement une nouvelle quête de sens et un deuxième souffle. Et puis, c'est une belle métaphore de la résilience et de la vie. Ma question, c'était par rapport, vous avez beaucoup focalisé votre présentation sur la respiration. Vous allez me dire que pour un apnéiste, c'est tout convenu. J'aurais souhaité vous entendre sur votre rapport, vraiment dans le corps à corps, votre rapport et vos sensations par rapport à l'élément eau. Merci. Alors, oui, effectivement,
aussi j'en ai parlé quand même. J'en ai parlé ce qu'il y a dans ce rapport avec l'eau, en tout cas avec la profondeur, c'est le nécessaire lâcher-prise pour rentrer dans le même mouvement que l'eau. L'eau, c'est un élément fuyant. C'est pas comme le sol qui nous envoie de la résistance et nous on est des terriens, donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir ce rapport avec un élément qui est dur, qui est solide. Et dans l'eau, c'est vrai que souvent, quand on n'est pas du tout habitué, on cherche par des mouvements parasites à retrouver cette présence rassurante de quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et en réalité, l'apprentissage de l'apnée passe par faire corps avec l'eau, composer et devenir fluide. Et donc apprendre à lâcher et à sentir la caresse de l'eau finalement qui va être reposante, apaisante. Puis ensuite on se rend compte que l'eau nous porte, et donc apprendre à relâcher tous les muscles, c'est ce dont je parlais dans la grande profondeur, apprendre à accepter et à lâcher toutes les tensions quand il y a quelque chose autour de nous qui n'est pas habituel, comme la pression, ou tout simplement la présence aquatique dont on n'a pas l'habitude quand on ne va pas dans l'eau. Le meilleur moyen, c'est de lâcher complètement, de se rendre compte quand on est en surface, quand on arrête tout mouvement, on flotte. Et donc on ressent cette idée d'apesanteur qui donne énormément de liberté. Et puis, oui, quand on part sous l'eau et qu'on plonge, il y a cet sentiment de découvrir un nouveau degré de liberté, parce qu'on évolue dans notre rapport terrestre dans cette horizontalité où on est cloué au sol et on va devant, derrière, à gauche, à droite, et là d'un coup dans l'eau on peut aller en bas et en haut en ayant cette sensation de voler. Moi c'est un peu ça que je vais rechercher quand je plonge, c'est cette idée, cette impression, notre imaginaire nous renvoie à ce grand mythe et cette envie de l'humain, ce rêve de l'humain de voler. Donc, c'est ça que l'on peut retrouver sous l'eau. Alors justement, ce rapport avec l'eau, j'ai essayé de le développer dans mon livre Nature aquatique, pour essayer justement, je l'ai appelé Nature aquatique, pour faire écho justement à cette idée qu'on a tous cette nature aquatique. Notre corps est composé à 70% d'eau. On revient à l'idée de la thématique de cet événement qui est la planète Terre. La planète Terre, en réalité, ce qui fait sa caractéristique unique dans toutes les planètes déjà du système solaire et dans la plupart des planètes que l'on connaît aujourd'hui parmi toutes les exoplanètes, c'est sa présence d'eau liquide qui a permis la vie, pour faire écho à la présentation juste avant la mienne. Et donc c'est vrai que ça fait pleinement partie de notre identité. Moi je dis souvent, on ne devrait pas appeler la planète Terre, mais la planète mer ou la planète océan, parce que la surface de l'océan, c'est 70% de la surface de la planète. Et donc il faut juste apprendre à révéler ou à refaire naître cette nature aquatique. Et quand je parle de l'eau et d'aller dans la mer à des gens qui sont des montagnards, par exemple, souvent j'ai des réponses « Oh là, moi je ne suis pas quelqu'un de l'eau, moi la mer, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise, j'ai besoin de la terre, etc. » Et je peux comprendre. La mer, les profondeurs, l'eau, c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais ce dont je suis persuadé, de par les nombreuses personnes que j'ai amenées dans l'eau, c'est que même des gens qui ont une phobie de l'eau, si elles apprennent et qu'elles lâchent sur toutes leurs a priori, peuvent vraiment développer quelque chose. Et là, je ne parle pas de performance, je parle vraiment ouvrir une autre voie, une autre porte de l'abandon de soi grâce à l'élément eau. Et donc, oui, c'est un élément qui a un pouvoir sur l'humain qui est sans limite. Merci beaucoup, Guillaume Néry. J'ai vu qu'il y avait quelques mains encore qui se levaient, mais on a déjà pas mal dépassé. Merci encore à vous pour ce voyage assez fascinant. Merci. Merci à vous toutes et tous également de nous avoir suivis.